Neil Armstrong s'est préparé à sa mission sur la Lune pendant plus de 3 ans. Pour tenir face aux conditions de microgravité, il a dû apprendre à se déplacer latéralement et, attaché et suspendu à un certain angle, à marcher sur les murs. Il a aussi dû tester ses limites en suivant un régime alimentaire et un programme de sommeil très strict. Dans l'espace, il ne disposerait que de bœuf et de légumes déshydratés. À l'époque, les astronautes devaient passer du temps dans le désert, la jungle, en pleine mer et même en Arctique pour faire l'expérience des conditions les plus extrêmes. Aujourd'hui, les choses sont plus structurées, mais en ce temps-là, on lâchait simplement les équipages en pleine nature, sans provisions, en attendant de voir s'ils s'en sortiraient. Avant de voyager vers la Lune, il a dû recueillir et étudier des échantillons de roches dans le Grand Canyon, explorer d'anciennes formations volcaniques dans un site sécurisé du Nevada et examiner des évents de gaz et de lave, des lacs de magma et des cratères sur l'île d'Hawaï. Le 20 juillet 1969, on a servi à Armstrong un copieux petit déjeuner avant le décollage. Steak, œufs, pain grillé, jus et café. Il s'agissait de ce que les médecins appellent un repas à faible résidu et qui lui permettrait de ne pas aller aux toilettes trop rapidement. Il lui a fallu 109 heures et 42 minutes pour atteindre la surface de la Lune, dans une zone appelée la mer de la Tranquillité. Il a dû parcourir 386 242 km pour y arriver. L'équipage aurait pu opter pour l'océan des tempêtes ou Sinus Medei. Mais ce premier site favorisait un bon atterrissage car la visibilité y était suffisante, la surface relativement lisse et sa distance permettait d'économiser du carburant. Lorsqu'il est arrivé à environ 150 mètres au-dessus de la surface lunaire, Armstrong a dû piloter la navette manuellement pour ne pas risquer d'atterrir dans un cratère dangereux. Il a manœuvré en survol pendant environ 1 minute et demie, déplaçant l'appareil avec précision afin de trouver une assise suffisamment stable. Une fois la navette posée, il a immédiatement envoyé un message désormais célèbre au centre de contrôle à terre situé à Houston, au Texas. L'Aigle a atterri. Il a ensuite descendu l'échelle du module lunaire, filmé par une caméra fixée à l'engin. La caméra transmettait les images vers la Terre, où des centaines de millions de personnes suivaient attentivement sa progression. À 22h56 précise, ce même jour, Armstrong a posé le pied sur le sol lunaire en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le planning indiquait que l'astronaute devait dormir avant d'aller marcher sur la Lune pour la première fois, mais Armstrong a choisi de sortir plus tôt que prévu. Manifestement, dormir était impossible. Si Armstrong était sorti de l'appareil sans le respirateur de sa combinaison, il aurait perçu une odeur étrange de moisi et de soufre. Il ne l'a senti qu'après être retourné à l'intérieur du module. De la matière avait adhéré à sa combinaison et l'odeur s'est répandue dans toute la cabine. Il l'a plus tard comparée à celle qu'on sent dans une cheminée humide ou celle qui flotte dans l'air après un feu d'artifice. Qui aurait pu imaginer qu'une bougie parfumée aurait été nécessaire dans une navette spatiale ? À part ceux qui sont allés sur la Lune depuis lors, personne n'a pu savoir précisément en quoi consistait cette odeur. Au retour de cette première mission, des échantillons de sol et de roches lunaires rapportés dans des récipients hermétiques ont été livrés à des laboratoires. Mais étrangement, une fois ceux-ci ouverts, aucune odeur n'a pu être constatée. Il a également affirmé que la surface de la Lune était ferme et poudreuse, et qu'il n'avait pas eu de difficulté pour se déplacer. Un autre membre de son équipage l'a rejoint environ 20 minutes plus tard. Leur promenade sur la Lune a duré un peu plus de 2 heures. Au cours de leur sortie, Armstrong et son coéquipier ont installé divers appareils sur la surface de notre satellite. L'un d'eux était destiné à mesurer précisément la distance entre la Terre et la Lune, en chronométrant le trajet aller et retour d'un rayon laser entre les 2 corps spatiaux. Un autre était destiné à mesurer la probabilité des tremblements de Lune et des impacts de météorites, ce qui nous a appris que la Lune était bien vivante après tout. Nous savons aujourd'hui que les plus grands tremblements de Lune sont beaucoup plus faibles que les plus grands tremblements de Terre et que ces séismes peuvent durer près d'1 heure, soit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Ils ont réussi à recueillir environ 23 kg d'échantillons de roches et de sol. Ils ont également pris de nombreuses photos du terrain et ont planté un drapeau américain.
Armstrong a même eu l'occasion de s'entretenir avec le président Richard Nixon pendant moins d'1 minute. Pour finir, Armstrong devait aller explorer ce qu'on appelle aujourd'hui le cratère ouest, à 60 mètres de distance du module lunaire. C'est la plus grande distance parcourue depuis la navette lors de cette mission, à peu près les 2/3 d'un terrain de football. Une fois son travail terminé, Armstrong est retourné dans le module pour prendre un peu de repos. En se préparant pour le décollage, Armstrong et son équipage ont découvert qu'ils avaient endommagé l'interrupteur d'allumage du moteur d'ascension en le manipulant avec leurs gants. Ce n'est pas grave, se sont-ils dit, et ils ont utilisé un morceau de stylo pour actionner le disjoncteur et lancer la séquence de lancement. À 13h54, le célèbre Aigle a entamé son ascension. En plus des appareils installés sur la surface de la Lune, une plaque a également été posée. Elle dit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969, après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Des années plus tard, Armstrong a dit que la NASA avait limité leur temps sur la Lune parce qu'ils ne savaient pas si les combinaisons résisteraient aux températures extrêmes de notre satellite. Moins de 127 degrés pendant la journée, à moins 173 la nuit. Les choses se sont un peu compliquées lorsque Armstrong a atterri sur Terre, car il avait été exposé à des particules spatiales inconnues. Conséquence, avec son équipe, ils furent placés en quarantaine dès leur retour, aussitôt après l'atterrissage de leur capsule dans l'océan Pacifique, le 24 juillet. Ce confinement imposé aux astronautes d'Apollo 11 est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aujourd'hui des micro-ondes dans nos cuisines. En revenant de leur mission, ils ont d'abord passé leur premier jour dans une installation de quarantaine mobile, dite MQF. Bien sûr, il y avait des fauteuils, des couchettes, des toilettes et des douches dans la MQF. Mais il ne restait pas beaucoup de place pour cuisiner de bons plats chauds. Comme il était impossible d'y installer un four ordinaire, mais aussi pour réduire les risques d'incendie, la NASA a dû faire preuve de créativité. Et c'est ainsi que le premier four à micro-ondes de cuisine a été mis au point. Les astronautes pouvaient maintenant facilement préparer leurs repas sans disposer d'une cuisine équipée. Aujourd'hui, tu peux voir ce micro-ondes dans un musée d'Oakland, en Californie. Après son retour sur Terre, Armstrong a déclaré qu'il ne chercherait plus jamais à atteindre les étoiles. Mais il n'a pas pour autant cessé d'explorer. En 1985, il s'est joint à une équipe professionnelle de grands exploreurs pour se rendre au pôle Nord. Il était accompagné de l'alpiniste Edmund Hillary, de l'aviateur Steve Fossett et du photographe Patrick Morrow. Et ensemble, ils ont atteint le pôle le 6 avril 1985. Armstrong a expliqué qu'il voulait voir à quoi ressemblait notre pôle glacé depuis la surface de la Terre, et il ne l'avait jusque-là vu que depuis la Lune. La mission Apollo 11 fut néanmoins inoubliable pour Armstrong, car en 2015, la Smithsonian Institution a découvert qu'il avait gardé un sac en tissu rempli de différentes petites pièces provenant du module lunaire. Parmi celles-ci, son câble de ceinture, quelques lampes et leurs supports, une clé à molette d'urgence et le viseur optique qui était installé au-dessus du hublot du module d'Armstrong. Il contenait également la caméra d'acquisition des données qui a enregistré les images emblématiques d'Armstrong faisant son petit pas sur la Lune. Armstrong a gardé ce sac pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que sa veuve le retrouve parmi ses affaires. Il n'en avait même pas parlé à son biographe, qui lui avait pourtant demandé plusieurs fois s'il avait conservé quelque chose en souvenir de sa mission. Mais il n'y avait rien de clandestin dans son acte. Il a simplement affirmé, en rentrant, vouloir rapporter quelques petites choses sans importance. Les champignons sont partout. Tu peux voir de la moisissure sur un vieux citron. C'est un champignon. Tu remarqueras peut-être des champignons sur ton matelas et sur ton carrelage. Il en existe plusieurs millions d'espèces dans le monde et la plupart nous sont encore inconnus. Parmi les champignons qui nous entourent, certains sont inoffensifs, comme ceux qui apparaissent dans les coins de ton réfrigérateur. D'autres peuvent transformer un être vivant en zombie. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Allons dans une forêt pour voir comment le champignon Cordyceps transforme la vie de certains insectes en un véritable cauchemar. Une spore de champignon presque invisible flotte dans l'air et se pose sur le dos d'une fourmi. Elle ne remarque rien et continue de travailler pour le bien de la colonie.
Pendant ce temps, la spore pénètre dans son corps. Quelques jours plus tard, le comportement de la fourmi devient étrange. Elle tremble, dort mal et ne mange pas assez. Les autres fourmis la considèrent comme une menace et l'expulsent de la fourmilière. Et la fourmi infectée ne peut pas revenir car elle ne peut plus se contrôler. Le champignon se multiplie en elle. Il se répand dans son corps en passant par son sang. Il s'empare lentement de son système nerveux, commence à contrôler ses muscles et affecte son cerveau. Le cordyceps modifie le comportement de la fourmi et elle se déplace contre sa propre volonté. À ce stade, notre insecte est un zombie. Elle erre seule dans la forêt à la recherche d'une hauteur à gravir. Il peut s'agir d'un brin d'herbe, d'une plante ou d'un buisson. Ensuite, la fourmi grimpe jusqu'à 25 cm et s'agrippe à la tige avec ses mâchoires. Elle est indélogeable, car elle ne peut plus desserrer ses mâchoires. Elle reste là plusieurs jours. Pendant ce temps, le champignon se nourrit de la fourmi et se développe. Il sort de son corps par différents côtés, s'étend dans différentes directions. Ensuite, il grandit, se soulève et libère des milliers de spores dans l'air. Elle vole dans toute la forêt, tombe dans l'eau, sur les feuilles, le pelage des animaux ou les cheveux des promeneurs. Sur la plupart de ces surfaces, les spores ne vivent pas longtemps. Mais certaines d'entre elles trouveront un hôte. Certaines peuvent se retrouver dans la zone où travaillent les fourmis. Et une fois que le champignon se pose sur ces insectes, tout recommence. Imagine maintenant que ce petit monstre évolue et se mette à attaquer les gens. Les scientifiques ont dit que c'était impossible car la température du corps humain est trop élevée. Mais après tout, la température de la planète entière augmente progressivement, n'est-ce pas? Le champignon s'adaptera donc au réchauffement. Et lorsque cela se produira, de minuscules spores pourront pénétrer dans le corps humain par les oreilles, le nez et la bouche et passer dans le sang. Là, il commencera à se reproduire et à s'emparer du système nerveux. La personne aura de la fièvre, puis des hallucinations. Bientôt, elle perdra la raison et ne voudra plus qu'une chose, partager le champignon avec d'autres personnes. Si le champignon peut faire en sorte qu'une fourmi s'accroche à une feuille avec ses mâchoires, il pourra contrôler les muscles des gens et même augmenter leur force. Mais les personnes infectées n'attaqueront pas les autres. Elles grimperont sur les toits des bâtiments ou dans les arbres et s'endormiront pour toujours. Le champignon, quant à lui, libérera ses spores. Le vent les répandra dans le monde entier. Pendant les premières semaines de l'infection, alors que les gens ne seront pas encore suffisamment préparés, les champignons se répandront rapidement et envahiront la planète. Les survivants qui auront réussi à l'éviter se cacheront sous terre et construiront des bunkers. Les masques à gaz s'échangeront pour des sommes énormes. Mais une fois que nous aurons compris que la survie de l'humanité est plus importante que l'argent, les masques deviendront accessibles à tous. Aussi terrible que cela puisse paraître, c'est une bonne nouvelle, car il ne sera pas nécessaire de fuir les infectés et de se battre contre eux. Les villes créeront des zones de quarantaine. Les gens vivront dans des bâtiments équipés de puissants systèmes de ventilation et ne sortiront qu'avec des masques. Les personnes infectées informeront calmement la police et quitteront les villes. Elles recevront des vivres et leurs proches auront le droit de rester avec eux jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Il y aura des champignons partout dans les rues. Tu les verras pousser en quantité colossale sur les toits et les murs des immeubles. L'air deviendra brumeux en raison de l'intense concentration de spores fongiques. Mais ce ne sera pas dangereux si tu as un masque à gaz. L'apocalypse sera plutôt calme et tranquille. Cependant, la vie sera difficile. Non pas à cause des champignons, mais à cause des gens. Maintenir l'ordre sera un casse-tête. Le chaos régnera sur la planète. Des pillards et des voleurs masqués rôderont partout. Se procurer de la nourriture sera très laborieux. L'électricité ne fonctionnera pas en permanence, seulement quelques heures par jour. Mais pendant tout ce temps, l'espoir d'un meilleur avenir demeurera dans le cœur des gens. Les scientifiques travailleront sans relâche à la création d'un vaccin et finiront par réussir. Mais le champignon évoluera lui aussi. Peut-être vaincra-t-il le vaccin et il faudra alors en créer un nouveau. Le champignon essaiera également de se tourner vers d'autres porteurs. Il pourra s'agir d'oiseaux, de bétail ou d'autres animaux. Imagine un cerf dont les cornes sont couvertes d'un champignon en pleine croissance.
Les micro-organismes régneront et la population des grandes créatures diminuera. Le champignon s'adaptera à l'eau et commencera à infecter les poissons. Et bientôt, la planète entière se transformera en un immense champignon. Je vais maintenant te rassurer, cela n'arrivera pas. Et voici pourquoi. Les cordyceps ont évolué pendant des millions d'années pour s'adapter précisément au corps froid des fourmis. Le champignon ne peut contaminer que certains insectes qui vivent dans son voisinage. Par exemple, un cordyceps de Thaïlande ne peut pas infecter une fourmi de Los Angeles. Nous n'avons donc pas à craindre qu'ils se mettent soudainement à attaquer les humains. L'évolution est très lente. C'est un processus long et complexe. En outre, le champignon n'a aucune raison de se tourner vers des porteurs à sang chaud. Il est parfaitement à l'aise avec les fourmis et n'a aucun problème pour se multiplier. Si les fourmis disparaissaient et que les hommes commençaient à vivre à côté du champignon, celui-ci évoluerait certainement. Mais son changement génétique prendrait des milliers, voire des millions d'années. Mais reste sur tes gardes. Il existe un type de champignon qui remplit toutes les conditions pour pouvoir infecter l'homme. Il s'agit du Candida auris. Il a été découvert au Japon en 2009. Les scientifiques ont été stupéfaits de le trouver dans un être humain. Les biologistes ont déclaré que ce champignon pourrait évoluer en raison de l'augmentation des températures. Quelques années plus tard, on a constaté sa présence dans de nombreux pays. Les médicaments antifongiques sont peu efficaces contre lui. Ses symptômes sont difficiles à déterminer. Mais les conséquences de son infection peuvent être graves, surtout chez ceux dont le système immunitaire est fragile. Les scientifiques s'inquiètent mais travaillent déjà sur un vaccin. Il a permis de vaincre le champignon chez la souris et on espère bientôt commercialiser un vaccin pour l'homme. La transmission se fait par nos sécrétions, sang, salive et mucus. Les champignons constituent un règne à part sur notre planète. Mais ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont indispensables à la vie. Ils enrichissent le sol de substances bénéfiques et absorbent les substances nocives. Ils ont permis aux plantes de sortir de l'eau et de s'adapter à la terre il y a des millions d'années. 90% des plantes ne survivraient pas sans les champignons. Ces organismes ressemblent à d'immenses filets. Ces réseaux sont appelés mycéliums. Nous ne voyons pas leur partie émerger, c'est-à-dire le champignon. Il n'a pas de forme unique, il peut se transformer, se déplacer sous terre et changer de direction. Nous en savons beaucoup sur ce sujet, mais il faudrait y consacrer une autre vidéo. En attendant, les champignons sont délicieux lorsqu'ils sont sautés à feu doux avec des oignons et du beurre. À essayer. Qu'est-ce qui se passe? Tu te sens anxieux au moment de l'atterrissage? Bah, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si tu atterris dans un endroit aussi singulier que le Bhoutan. Le truc, c'est que le terrain est si extrême qu'il y est très difficile d'atterrir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe que très peu de pilotes certifiés pour atterrir dans ce pays. Et oui, zigzaguer vers le sol s'apparente plus à un véritable tour de force. L'aéroport international de Paro, au Bhoutan, est souvent considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux qui soient. Dans le monde entier, seules 2 compagnies aériennes desservent celui-ci. Il y a une dizaine d'années, seuls 8 pilotes étaient autorisés à y voler. Mais aujourd'hui, ils sont un peu plus nombreux. Et pourtant, il existe quelque chose d'encore plus ardu que l'aéroport international de Paro. L'aéroport Tenzing Hilari de Lukla, au Népal, semble présenter tous les dangers possibles. Pistes courtes, vent violent, terrain montagneux, cet endroit a tout pour plaire. La piste d'atterrissage ne mesure que 520 mètres de long. À titre de comparaison, une piste normale dans la plupart des aéroports fait environ 3000 mètres de long, voire davantage. De nombreux aéroports disposent de moquettes dans leur zone d'embarquement. Cette commodité s'accompagne généralement de quelques autres avantages. Des plafonds plus bas, des sièges confortables et un éclairage naturel agréable. Il va sans dire que toutes ces décorations coûtent cher aux aéroports et que les moquettes ne sont pas aussi faciles à nettoyer que les sols en dur. Mais l'essentiel est qu'ils créent un sentiment de confort pour les passagers qui attendent leur vol. Ce qui est de nature à les détendre. Désolé de te l'apprendre, mais ce n'est pas seulement pour que tu te sentes bien. Selon des études comportementales, les passagers calmes sont 7 à 10% plus enclins à faire du lèche-vitrine et à acheter quelque chose dans la galerie duty-free. En investissant dans le confort des passagers, les aéroports sont donc susceptibles d'accroître leurs propres revenus.
Pour ce qui est de dilapider son argent dans un aéroport, il existe un terme qui désigne les 60 premières minutes suivant l'enregistrement. C'est l'heure d'or. Il s'agit du moment où les passagers dépensent statistiquement le plus d'argent dans les boutiques et le duty-free de l'aéroport. Le fait d'installer des sièges les plus confortables juste devant ces boutiques est une autre astuce visant à t'inciter à faire du shopping. Il faut bien l'admettre, s'asseoir dans un fauteuil confortable tout en regardant une enseigne ou une vitrine tape à l'œil est quelque chose de tentant. Et c'est exactement ce que les aéroports veulent que tu ressentes. Tu sais comment ça se passe parfois. Tu te présentes au contrôle de sécurité et soudain on t'apprend que tu as quelque chose d'interdit dans ton bagage à main. Adieu petite bouteille d'eau. À vrai dire, tu as la possibilité de les faire suivre par la poste à n'importe quelle adresse se trouvant à l'intérieur du pays. Quant aux bagages non réclamés, ils sont généralement conservés pendant environ 60 jours. Les objets confisqués par les services de sécurité qui n'ont pas été réclamés peuvent également être vendus lors de ventes aux enchères spéciales et sont livrés dans le monde entier. La plupart des aéroports disposent d'experts spécifiques appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce que l'on appelle le SPOT, pour Screening Passengers by Observation Technique. Ils analysent soigneusement les expressions faciales, les gestes et le comportement des passagers pour détecter les personnes suspectes. Leur travail consiste à remarquer tous les signes non-verbaux d'anxiété, comme le fait de se lécher les lèvres, de se gratter ou de regarder autour de soi. Si un profileur remarque qu'une personne agit de manière étrange ou carrément louche, il peut l'inviter à une inspection, au cours de laquelle il s'entretient avec la personne pour essayer d'en savoir plus sur elle. Les profileurs travaillent dans les terminaux principaux et au contrôle des passeports. La question type qu'il pose est généralement la suivante. Quel est le but de votre visite ? Il vérifie ensuite la réaction de la personne à cette question. Quel que soit le degré de réserve d'un passager, s'il a quelque chose à cacher, les agents de la TSA s'en apercevront, grâce aux indices les plus infimes de son comportement. Tu arrives à l'aéroport, rêvassant déjà de ces quelques semaines loin du travail et de tes soucis quotidiens. Tu gares ta voiture sur le parking et tu découvres que ça va te coûter une petite fortune de laisser ta voiture sur place. Pourquoi tant de frais ? Les parcs de stationnement des aéroports sont des entreprises comme les autres. Les terrains sur lesquels ils sont construits, la construction du parking lui-même, l'entretien de l'ensemble une fois qu'il est en service, tout cela coûte une coquette somme d'argent. Et il faut bien que quelqu'un paie. En outre, le fait de stationner à proximité immédiate d'un aéroport est tout simplement pratique, ce qui augmente le coût de l'offre vis-à-vis de la demande. Si tu n'es pas prêt à mettre la main à la poche pour ce confort supplémentaire, mieux vaut prendre un taxi ou demander à un ami de te déposer. Les traînées de condensation, ces lignes blanches que les avions laissent souvent derrière eux en haute altitude, sont souvent prises à tort pour les gaz d'échappement de leur moteur. Mais la plupart d'entre elles ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Au cours d'un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais sec que l'on trouve en haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine le moment où les traînées de condensation se forment et la durée pendant laquelle elles restent visibles. S'il fait déjà humide là-haut, il y a davantage d'eau et la traînée de condensation est plus observable. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et rester plus longtemps dans l'atmosphère. Il peut sembler étrange que le personnel de bord se préoccupe de savoir si les stores de tes fenêtres sont baissés ou relevés. La raison principale est que les yeux des passagers doivent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les passagers rapidement. Mais en cas d'urgence, la dernière chose que l'on souhaite, c'est que les passagers s'arrêtent pour se frotter les yeux juste avant d'évacuer l'avion. Une autre raison pour laquelle tous les stores restent relevés lorsque l'avion est sur le point de décoller ou d'atterrir est que l'équipe au sol peut voir s'il y a un problème à bord. Par exemple, s'il y a un incendie dans la cabine, l'équipe au sol s'en apercevra immédiatement et agira en conséquence. Si les stores sont abaissés, elles risquent de perdre un temps précieux pour secourir les passagers et l'équipage. En regardant par le hublot au-dessus de l'aile de l'avion, tu peux apercevoir une sorte de double crochet jaune. Cela semble étrange car cela devrait nuire à l'aérodynamisme. Mais ce crochet est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, les crochets servent à fixer les câbles, qui aident les passagers à sortir de l'avion par les ailes. Et si les ailes sont glissantes, ce câble t'aidera à garder pied et à ne pas tomber pendant la descente. Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides dans l'atmosphère de notre planète. Ils se déplacent de manière étrange, mais ont un flux plus ou moins constant, ce qui permet aux avions de transport de passagers de les exploiter. Lorsqu'un avion s'approche d'un jet stream, il peut s'adapter à la direction du courant et voler beaucoup plus vite, propulsé par ce flux.
De nombreuses compagnies aériennes utilisent ce phénomène à leur avantage pour réduire les coûts de carburant et rendre les voyages aériens encore plus rapides. Les nuages, en particulier les cumulonimbus, peuvent indiquer qu'une zone de turbulence est à venir. Mais il arrive parfois que des turbulences se produisent dans l'air même et qu'un avion tombe de quelques mètres et commence à trembler sans aucun signe avant-coureur. Ces turbulences se produisent lorsque deux masses d'air entrent en collision à très grande vitesse. Elles sont absolument invisibles et les pilotes ne peuvent donc pas savoir quand cela va se produire. Les chances d'entrer dans une zone de turbulence par temps clair sont plus élevées en basse altitude, au-dessus des chaînes de montagnes et à proximité des jet streams. Normalement, après avoir été frappé par la foudre, un avion est envoyé à l'inspection. Mais il peut encore terminer son vol en toute sécurité. Le fuselage conduit suffisamment bien l'électricité et comme avec un paratonnerre, la foudre frappera probablement l'une des extrémités de l'avion. Soit l'une des ailes, soit le nez. Elle cherche ensuite le sol, mais ne le trouve pas, et sort donc par la queue. Il est plus facile pour l'électricité de circuler à travers la surface de l'avion que de pénétrer à l'intérieur, de sorte que les personnes à bord sont à l'abri de ces effets. Néanmoins, la foudre est puissante et l'avion peut être endommagé à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, si tu es toujours nerveux à l'idée de prendre l'avion, rappelle-toi ce que disent les pilotes. Tout atterrissage auquel on survit est un bon atterrissage. Ça n'a pas trop aidé, n'est-ce pas? De nombreux incidents étranges se sont produits dans la mystérieuse vallée de Haizu depuis les années 1950. Les gens ont même commencé à le comparer au tristement célèbre triangle des Bermudes. Mais sont-ils vraiment si semblables? Tout a commencé lorsqu'un avion a disparu ici dans des circonstances que personne ne peut encore expliquer. On a fouillé l'endroit de fond en comble, mais rien ne semblait avoir survécu de l'avion. Et devine quoi? Personne n'a reçu de message SOS de l'équipe à bord non plus. Et comme si cela ne suffisait pas, la même année, un nombre considérable de touristes et de résidents du coin ont disparu ici, dans la vallée, pour ne plus jamais être revus. En parlant du triangle des Bermudes, il doit sa réputation à une série de disparitions mystérieuses d'avions et de navires. Comme celle qui s'est produite en 1945, lorsque 5 avions et les 14 personnes à bord ont disparu dans cette zone, au cours d'un exercice de routine. Même une enquête approfondie n'a pas permis d'établir la cause de l'incident. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Entre 1945 et le milieu des années 80, 25 autres appareils ont disparu en traversant le triangle des Bermudes pour ne jamais être revus. Et les équipes de recherche n'ont pas trouvé une seule pièce de ces avions. Le triangle des Bermudes n'est pas la seule étendue d'eau à avoir clamé son lot de navires. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, se trouve une étendue d'eau traîtresse, qui a gagné le nom de mer du diable. La plus connue de toutes ces disparitions est celle d'un patrouilleur de pêche qui a disparu en 1953. À bord, se trouvaient 31 membres d'équipage et des scientifiques qui cherchaient à enquêter sur une île volcanique récemment formée. Qu'est-il arrivé à ce navire et à toutes les personnes à bord? Nous ne le saurons probablement jamais, puisqu'on n'a jamais retrouvé le navire, pas plus que les membres d'équipage, et qu'ils n'ont littéralement laissé aucune trace. En 1911, un train ordinaire devait partir d'une gare de Rome, à destination de la ville de Milan. Inutile de préciser qu'aucun des 106 passagers n'est jamais parvenu à destination, et que personne ne les a jamais revus. Qu'est-il arrivé à ces gens et à leur train? Ont-ils vraiment disparu pour toujours? Certains semblent croire que ce n'est pas vraiment le cas. Alors qu'il achevait son voyage, le train devait passer par un long tunnel. Il y est bien entré, mais n'est simplement jamais ressorti à l'autre bout. Il ne restait rien du train. On aurait dit qu'il s'était littéralement volatilisé. Seuls 2 des passagers ont été retrouvés, mais ils étaient plutôt mal en point à l'époque, et leur histoire semblait assez incohérente. Ils ont évoqué un brouillard épais, duquel ils se sont tout simplement échappés en proie à une peur panique. 15 ans plus tard, une histoire s'est répandue à propos d'un groupe de 104 Italiens qui aurait surgi à Mexico, affirmant qu'ils étaient arrivés en train depuis Rome. Et comme si cela n'était pas assez étrange, cette histoire aurait été d'abord rapportée en 1845, soit 66 ans avant que le fameux train ne parte en premier lieu. Bien sûr, personne à l'époque n'a pris ces gens au sérieux. Mais on ne peut s'empêcher de se demander, aurait-il voyagé dans le temps en passant par ce tunnel milanais? Ou s'agit-il encore une fois d'une légende urbaine? Et toi, qu'en penses-tu? La colonie perdue est l'histoire d'un phénomène étrange qui s'est produit à la fin des années 1500.
Un groupe de migrants venus d'Angleterre avait établi une colonie sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Mais ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas assez de provisions. Pour remédier à cela, le gouverneur de la petite colonie a décidé de retourner en Angleterre afin d'en ramener davantage. Il n'a toutefois pas réussi à revenir avant 3 ans. Et quand il y est enfin parvenu, il a été stupéfait de ce qu'il restait devant lui. Rien du tout. La population entière de la colonie avait disparu. La seule trace de ce qui s'était un jour trouvé là était un mot unique, gravé sur un marbre, Croatoan. À ce jour, personne ne sait ce qui a pu arriver à ces gens, pas plus ce que signifie cette inscription. Un phare sans opérateur? Cela pourrait te sembler improbable, mais écoute plutôt cela. Les îles Flannans se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. Elles n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'elles ne présentent rien d'autre qu'un tas de rochers et d'herbes sauvages. Mais il y a ici un célèbre phare qui recèle de sombres secrets. En 1900, les 3 gardiens du phare y ont mystérieusement disparu et personne ne les a jamais revus. Depuis, ces îles sont complètement abandonnées et le phare a été l'un des premiers à être doté d'un système automatisé dans les années 1970. Aucune liste d'endroits propices aux disparitions ne peut être complète sans cette forêt mystérieuse située en Transylvanie, dans la Roumanie actuelle. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre comte Dracula, si c'est ce que tu pensais. On l'appelle la forêt de Hoia Baciu, et c'est un lieu qui a connu sa part de phénomènes inhabituels. Non seulement des gens disparaissaient ici, mais d'autres ont rapporté y avoir entendu toutes sortes de bruits bizarres, allant de voix féminines à des chuchotements donnant la chair de poule. Certains affirment avoir voyagé dans le temps entre les arbres effrayants de la forêt de Hoia. Ils prétendent qu'ils ont littéralement sauté de quelques heures avant de revenir en arrière. La route de Yellowhead est un tronçon de route situé en Colombie-Britannique, au Canada. Une section de cette route a fait l'objet de beaucoup d'attention à partir des années 1960, en raison de disparitions mystérieuses. Ces événements lui ont valu le surnom de « route des larmes ». Il n'y a pas d'explication logique quant à la raison pour laquelle des gens continuent de disparaître ici. Ce qui n'est guère rassurant, c'est que la plupart des personnes disparues étaient de jeunes femmes. Cette zone triangulaire, qui s'étend au-dessus du désert et des montagnes de la Sierra Nevada, a reçu beaucoup d'attention à cause d'une disparition survenue en 2007. Un navigateur, aviateur et aventurier détenteur de multiples records du nom de Steve Fossett a volé ici dans un petit avion. Puis, il a disparu. On l'a recherché intensivement pendant des mois, mais on n'a trouvé aucune trace de lui ni de l'avion. 1 an plus tard, le mystère de ce qu'il était advenu de Fossett a finalement été résolu, lorsqu'un randonneur a retrouvé ses papiers, menant plus tard une équipe de recherche à l'épave de son avion. C'est l'une des réserves naturelles les plus visitées au monde. Mais le parc national de Yosemite arbore quelques sombres secrets. En dépit de sa beauté et de l'abondance de sa faune et de sa flore, un total de 45 personnes ont disparu ici même. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Nous devrions peut-être demander aux ours du coin, ils pourraient bien savoir quelque chose. On compte même des histoires de personnes qui auraient disparu d'une région du parc pour réapparaître dans un endroit complètement différent. Et avec certains de leurs vêtements manquants, rien que ça. Mais cela n'a jamais empêché les plus de 3 millions de personnes qui visitent le parc chaque année de se promener à cet endroit. Chaque fois qu'un bateau coule, on s'attend au moins à en retrouver des morceaux au fond de la mer, pas vrai? Eh bien, pas tellement si tu traverses le lac supérieur. Il s'étend le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, et est devenu célèbre en raison du grand nombre de navires qui y ont disparu. Cela pourrait avoir un rapport avec les vents violents qui y soufflent, bien sûr, mais cela n'explique pas pourquoi certains navires disparaissent tout simplement, sans qu'on en retrouve un seul morceau, pas même au fond du lac. En revanche, cette étendue d'eau rassemble beaucoup de touristes chaque année. Ils viennent ici pour faire de la plongée sous-marine et admirer les restes de certains des navires qui reposent encore ici. Le fond de ce lac contient même ce qu'il reste du tristement célèbre SS Edmund Fitzgerald. À l'époque de son départ, le 7 juin 1958, c'était le plus grand vaisseau des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Et à ce jour, il reste le plus grand navire à avoir coulé dans la région. Mais comme pour d'autres événements, la cause exacte de ce naufrage reste un mystère. Tu viens d'emménager dans la ville roumaine de Cluj-Napoca pour y créer une entreprise, mais tu n'as aucune idée du genre d'horreur qui t'attend. Dans cette ville, tu croises des gens nouveaux qui te racontent l'histoire de la mystérieuse forêt de Hoia, située à l'ouest de la ville.
On dit que c'est l'endroit le plus effrayant de la région, et les locaux le surnomment le triangle des Bermudes de Transylvanie. Après ces quelques rencontres, tu décides d'aller voir ce lieu de plus près. Tu roules ainsi jusqu'à la lisière de la forêt. Tu t'enfonces dans les bois, accompagné du chant des oiseaux et des insectes. Quelque part au loin, des branches craquent et un animal pousse un hurlement. Certains arbres ont un air inquiétant. Leurs branches ressemblent à autant de bras crochus. Et tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu fais quelques pas de plus et tu te retrouves dans une petite clairière. C'est un cercle d'herbe parfait, mais pour une raison ou pour une autre, aucun arbre ne pousse ici. Tu entends un gémissement venant d'en haut. Tu lèves les yeux et vois une lumière brillante entre les arbres. Elle devient de plus en plus vive et tu perds connaissance. Tu marches dans la forêt, il fait déjà nuit. Tu as froid, mais heureusement tu aperçois la route et ta voiture. Tu rentres chez toi, tu ouvres la porte et tu regardes l'horloge. C'est étrange, il est 22h. Tu t'es rendu à la forêt à 17h, puis tu as fait une petite promenade dans les bois. Où sont passées ces quelques heures? Tu remarques alors quelque chose d'étrange. Il y a d'étranges taches rouges sur ta main gauche. S'agit-il de brûlures ou d'une éruption cutanée? Tu te regardes dans le miroir et tu vois qu'il y a encore d'autres rougeurs sur tes jambes, tes bras et ton cou. Tu en parles à tes nouveaux amis, mais ils n'ont pas l'air très surpris. Ils te révèlent que la plupart des histoires au sujet de cette forêt ont à voir avec des sauts dans le temps et des trous de mémoire. Certains affirment ne pas se rappeler comment ils ont pu passer tant d'heures dans la forêt, pas plus que ce qu'ils y ont fait. D'autres parlent d'une étrange éruption cutanée sur leurs mains. Il existe des légendes selon lesquelles les fantômes de personnes égarées erreraient dans ces lieux et des objets volants y seraient souvent aperçus. Quelqu'un a dit avoir entendu un murmure inquiétant dans les bois et y avoir vu des têtes qui volaient sans corps. La légende la plus connue évoque une fillette de 5 ans qui y aurait disparu. Les sauveteurs et les habitants de la région l'ont cherchée dans les bois pendant plusieurs semaines, mais n'ont jamais rien trouvé. Quelques années plus tard, la fillette est ressortie de la forêt vivante et en bonne santé. Mais le plus étrange, c'est qu'elle n'avait pas du tout vieilli. Elle était restée la même petite fille de 5 ans. Après cela, les gens ont commencé à penser qu'il y avait une sorte de portail temporel dans la forêt. Si quelqu'un y accède, il se retrouve projeté dans le futur. Il peut s'agir de plusieurs heures ou de plusieurs années. Une autre légende parle d'un biologiste qui photographiait la flore locale. Alors qu'il prenait des photos de fleurs et d'arbres, il aurait capturé l'image d'un étrange objet qui volait dans le ciel. Après cela, les gens se sont persuadés que des êtres venus d'ailleurs visitaient ces bois. Au XVe siècle, une femme y aurait également disparu, mais 500 ans plus tard, elle serait ressortie de la forêt en pleine santé. Bien sûr, il est peu probable qu'il s'agisse de cette même femme, mais une pièce de monnaie datant des années 1600 a été retrouvée dans sa poche. Toutes ces histoires, ainsi que les rapports mentionnant des fantômes, ne sont que mythes et rumeurs. Personne n'a encore pu prouver que la forêt était réellement le centre d'une activité paranormale. Mais si tu décidais de visiter ces lieux, demande aux fermiers locaux qui vivent aux abords de te donner quelques conseils. Peut-être te raconteront-ils quelque chose d'encore plus effrayant et de plus authentique. Mais cette forêt est vraiment lugubre. Tu risques d'y ressentir une forte anxiété et un sentiment de panique inexplicable. Il existe de nombreuses vidéos sur Internet où des touristes et des voyageurs qui ont visité cette forêt évoquent une tension désagréable et des sons étranges. De plus, il semble que des choses puissent surgir à tout moment de ces bois. Comme on l'a dit, il y a une clairière ronde où pour une raison quelconque, les arbres ne poussent pas. On y trouve de l'herbe et des plantes néanmoins. Le sol y est le même que dans le reste de la forêt et des chercheurs l'ont analysé pour s'en assurer. On ne sait toujours pas pourquoi il n'y s'y trouve pas d'arbres. Certains de ceux qui se trouvent dans la forêt alentour ont une forme étrangement incurvée. On ne sait pas exactement ce qui les fait pousser de cette façon, mais ils ont l'air effrayants à souhait. Tu peux te promener dans les bois et vérifier si les légendes à leur sujet sont vraies. Mais n'aie pas peur, tu ne seras pas tout seul.
La forêt de Baciu est l'une des destinations touristiques les plus populaires de Roumanie. Chaque année, des milliers d'amateurs d'histoires étranges viennent y éprouver leurs nerfs. Mais même si tu ne trouves rien de mystique dans ces lieux, tu apprécieras certainement la ville. De prime abord, c'est une charmante cité des Balkans à l'architecture chaleureuse. Mais si tu pénètres à l'intérieur des bâtiments, tu y trouveras des bars et des cafés aussi modernes qu'élégants. Cette ville attire également de nombreux spécialistes de l'informatique. Tu as probablement entendu parler de forêts où un homme avait décoré tous les arbres en y suspendant des poupées sinistres. Mais tout cela ne semble être qu'une broutille comparé à ce qu'un homme a trouvé dans un parc de Huntington dans l'État de New York. Il se promenait dans les bois lorsqu'il est parvenu à une petite clairière. À cet endroit, de nombreux arbres étaient placardés de photos de personnes disparues. Le visage de chaque personne était accompagné de son nom, de la date et du lieu de sa disparition. L'homme a filmé cet endroit et l'a publié sur Internet. Et la vidéo est devenue virale sur Reddit. On a découvert que toutes les personnes figurant sur ces photos avaient disparu dans différents états. Aucune d'entre elles n'avait été retrouvée vivante. Après cette terrible promenade, l'homme a appelé la police. Celle-ci a rapidement découvert qu'un habitant du coin avait tout simplement accroché ses photos à des arbres lors d'une fête d'Halloween. À la demande de la police, il a retiré toutes les photos et l'affaire a été classée. Imagine que tu sois perdu dans les bois. Cela fait plusieurs heures que tu marches dans la forêt. Tu attaches ton écharpe à la branche d'un arbre et tu continues de marcher sur l'étroit sentier. Une demi-heure plus tard, tu te retrouves devant l'arbre où tu as noué ton écharpe. Tu n'as jamais bifurqué à gauche ou à droite, alors pourquoi tournes-tu en rond? La réponse est qu'il s'agit d'une forêt ronde. Elle n'a rien de mystérieux, mais elle attire toujours l'attention de nombreux touristes. Cette forêt pousse dans le sud du Japon. Si tu l'observes depuis le ciel, tu verras que les arbres poussent en rond, formant plusieurs cercles concentriques. Plus on se rapproche du centre, plus les arbres sont proches les uns des autres. Cela ressemble à ces mystérieux motifs circulaires que l'on trouve dans les champs du monde entier, mais il n'y a rien de fantastique ici. Ce ne sont ni des vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète, ni une anomalie naturelle qui sont à l'origine de ce phénomène, mais bel et bien des gens. En 1973, on a planté ces arbres en suivant la forme de 10 cercles concentriques. Il s'agissait d'une expérience visant à montrer comment les cèdres pousseraient dans des conditions aussi inhabituelles. Les arbres ont commencé à pousser de manière convexe en s'étalant symétriquement. Cela prouve que la taille de l'espace entre les arbres influe sur leur croissance. Au départ, selon le plan, il était prévu d'abattre ces arbres, mais l'endroit est devenu populaire auprès des touristes. Cette photo s'est rapidement diffusée sur Internet, si bien que les gens ont décidé de laisser la forêt intacte. Tu peux toi aussi la visiter ou en prendre de magnifiques photos par drone. Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret.
Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse. C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite.
Les Égyptiens ont peint le sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient « les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes, alors laissons-leur des instructions détaillées ». Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines. Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres. Et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes.
Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques. Mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte? Qu'ont-ils de si étrange? Essayons de le découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée le jour noir. Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment. Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé. C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleur. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ 1 heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde. Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune.
Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Plumb Martin, a déclaré plus tard à la presse. Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'Eldorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville. Les chevaux effrayés hennissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'ouragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leurs tâches habituelles du vendredi matin. Puis, vers 9h, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis s'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci. Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés, dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se figent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas? Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique.
Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère et sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à quel point puis-je voir les objets éloignés. Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre ? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet ? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Que dirais-tu d'aller visiter des lieux pleins de mystères ? Prêt ? C'est parti ! Notre première étape est le Pérou. Les fameuses lignes de Nazca, mystérieux vestiges de l'Amérique du Sud, sont des marques laissées dans le désert du même nom. Leur nom scientifique est géoglyphes et elles ont été créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Comme le désert a un climat très stable, la plupart des lignes de Nazca sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui. Le peuple Nazca les a façonnées en enlevant la couche supérieure des cailloux et en révélant le sol sous la terre. La couleur de la terre passe du brun rougeâtre au gris jaunâtre, ce qui fait que les lignes ont toujours l'air différentes. La plupart des géoglyphes sont constitués de lignes et de formes géométriques simples. Ces dernières années, les drones ont permis d'explorer de nouveaux motifs. Les dessins d'animaux et de plantes ont attiré l'attention des archéologues. Ils ont aussi trouvé des formes d'araignées, de singes, de chiens, de chats, ainsi que des figures humaines et florales. Les chercheurs ne savent pas vraiment à quoi servent ces dessins. Certains avancent que dans la culture Nazca, les gens attribuaient une signification particulière à ces motifs. Ils ont donc probablement créé ces formes pour que les divinités du ciel les voient. Notre prochaine étape est le trou bleu du Belize, ou Great Blue Hole, bien connu des touristes et plongeurs. Sais-tu que cet endroit est le plus grand trou marin du monde ? Cette grotte marine a été submergée il y a 10 000 ans, lorsque la dernière grande période glaciaire s'est achevée. Aujourd'hui, il y a des milliers de stalactites et de stalagmites à explorer dans la région. N'oublie pas que seuls les plongeurs expérimentés sont autorisés à faire de nouvelles découvertes sur ce site. Il est tellement profond et complexe qu'un amateur pourrait s'y perdre. Cet endroit est devenu célèbre dans le monde entier à partir de 1971, lorsque le scientifique Christian Lascaux a visité le site. Nous sommes maintenant dans l'un des sites sous-marins les plus mystérieux et inexplorés de la planète. On ne va pas se lancer dans les légendes de navires disparus et de vaisseaux fantômes, mais le triangle du Dragon a une réputation effrayante parmi les marins et les pilotes. C'est un peu le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. L'emplacement exact du triangle du Dragon est controversé, car différents rapports indiquent des coordonnées différentes. D'après la version la plus populaire, le triangle est situé près de la côte japonaise. C'est l'un des villes vortex de la Terre. Ce sont des zones où l'attraction des ondes électromagnétiques de la planète est plus forte qu'à d'autres endroits. Des pêcheurs japonais ont disparu dans ces eaux et les avions et navires modernes subissent le même sort. Voici un fait un peu plus sympa pour te remonter un peu le moral. En 2013, le nouveau jeu vidéo Tomb Raider est sorti et il se déroule sur une île appelée Yamatai. Cette région était connue pour ses tempêtes hostiles et ses navires disparus. Or, cette île, selon le jeu, se trouve au sud du Japon. Passons à un autre endroit à la réputation effrayante. Cette fois, il s'agit d'un habitat plus petit. Voici le lac Natron dans le nord de la Tanzanie. Pourquoi ce lac est-il si dangereux ? Pour commencer, il est incroyablement alcalin à cause du volcan qui se trouve à côté. Cela le rend toxique pour la plupart des animaux. L'eau contient des niveaux très élevés de cyanobactéries. Ces algues libèrent un produit chimique nocif pour les organismes qui pourraient la boire.
L'eau peut même calcifier les oiseaux et les animaux et les transformer en versions momifiées d'eux-mêmes, un peu comme l'histoire de Méduse. Le lac est fatal pour la plupart des animaux, mais pas pour tous. Les flamants roses, par exemple, ne sont pas affectés par l'alcalinité de l'eau. Le lac est en fait l'un des rares endroits où ils se reproduisent et prospèrent. En plus de sa renommée pour les animaux pétrifiés, le lac est aussi connu pour sa couleur originale. L'eau devient parfois rouge à cause des algues. Ce changement de couleur peut être aussi vu de l'espace. Certaines agences de voyage ont même ajouté le lac à leurs excursions et safaris. Mais est-il prudent de se rendre près d'un volcan ? Le lac reçoit de la pluie tout au long de l'année, mais elle s'évapore avant même d'atteindre la surface. Ce type de précipitation est appelé pluie fantôme. Comme il se trouve près du désert et d'un volcan, le lac est très chaud. La température peut atteindre 60 degrés Celsius en été. Certains endroits sont sans danger pour les humains, mais la plus grande partie est une zone interdite. Un autre endroit qui semble se trouver sur une autre planète est la grotte de Movile en Roumanie. Même son air est différent de celui de l'atmosphère extérieure. Le niveau d'oxygène y est beaucoup plus faible. De plus, elle abrite un écosystème unique, car elle est isolée de l'extérieur depuis 5,5 millions d'années. Elle n'a aucun contact avec le monde extérieur. Elle a servi de foyer à des créatures qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. L'évolution de ces espèces s'est déroulée différemment, étant donné qu'elles vivaient dans ces conditions délimitées et hostiles. Par exemple, la plupart des habitants de la grotte Movile sont nés sans yeux. Leur peau est presque translucide et leurs antennes sont extra longues pour les aider à se déplacer dans l'obscurité. La grotte est très humide et chaude. Elle sent l'œuf pourri à cause de tous les gaz sulfureux et méthaniques présents dans le lac sous la surface de la grotte. Mais comment tant d'espèces différentes sont-elles arrivées là ? Les scientifiques ne sont pas sûrs. Elles sont peut-être arrivées là par accident et se sont retrouvées coincées dans la grotte. Ou bien elles cherchaient des habitats plus sulfureux pour vivre après que le changement climatique dans l'hémisphère nord a provoqué l'assèchement de la mer Méditerranée. Le prochain endroit mystérieux de notre liste est le mont Nemrut en Turquie. Cette montagne abrite un complexe de monuments avec des temples et des tombes. Il a été construit par le dernier roi grec Antiochos. Le mont Nemrut abrite des statues du roi lui-même, de 2 lions, de 2 aigles, de Zeus, d'Hercule et d'Apollon. Les statues étaient autrefois des personnages de taille normale, mais les variations de température saisonnières et quotidiennes, le vent, l'accumulation de neige et l'exposition au soleil ont altéré leur forme. De plus, ces superbes ruines antiques sont situées dans une zone sismique de premier degré. Maintenant, il reste surtout les têtes des statues. On peut les voir réparties sur le site. Si tu te rends sur place, tu seras d'abord accueilli par 5 statues de calcaire assises. Ces monuments sont uniques en raison de leur forme, de leur grande échelle, de leurs matériaux et de leur conception complexe. La technologie utilisée pour construire les tumulus et les statues est très avancée et unique pour l'époque. Imagine que tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes et que tu vois ces anciennes constructions sorties de nulle part. Que ressentirais-tu ? Le prochain mystère est un fossile à motif hexagonal, donc à 6 côtés, appelé paléodictyon. On peut le trouver dans les parties les plus profondes des océans. Le point intéressant ici est que personne ne sait qui en est à l'origine. Les paléodictyons ressemblent à des nids d'abeilles. Les abeilles mellifères sont exclues des candidates potentielles car elles ne peuvent pas fabriquer d'alvéoles sous l'eau. Alors, qu'est-ce qui pourrait produire ces créations symétriques ? On ne sait toujours pas s'il s'agit de traces fossiles ou d'organismes indépendants eux-mêmes. Il n'y a pas d'explication certaine à ce mystère, vieux de plusieurs siècles. As-tu déjà entendu parler de la forêt tordue ? C'est une étrange forêt située en Pologne. Plus de 400 pins sont tordus à presque 90 degrés au niveau du tronc. Sans surprise, cet endroit est aussi célèbre pour ses histoires effrayantes. Nous ne savons toujours pas quel genre d'outils ou de techniques il aurait fallu utiliser pour faire pousser ou plier les arbres de cette façon. Cela pourrait être lié à un phénomène naturel, comme une tempête de neige par exemple. Il n'y a pas encore d'explication claire de ce qui a provoqué cette torsion. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène.
et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf. Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Lidskalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Lidskalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage.
oh oh, plantée à l'autel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terre de forme ovale entourée d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens. Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré ?